Donc les idées principales, c'était d'étudier comment les sédiments sont mobilisés dans la retenue une fois vides. Donc ça va changer radicalement le régime. 100 mètres carrés de frayère pour être impacté. Alors là, c'est gratiné. Le bureau d'études avait quand même trouvé plus que 100 mètres carrés de frayère. Je crois qu'ils en ont trouvé à peu près 300 mètres carrés, d'après mes calculs, de ce qu'ils notaient. Mais comme ils ont dit qu'ils allaient ratisser après avec des râteaux, ça s'appelle des mesures de réduction des impacts, ils ont dit que donc au final, il y aurait moins de 100 mètres carrés d'impactés. C'est le fameux tour de passe-passe dont je vous parlais. Oui, c'est pas grave, je vais mettre 3 coups de couteau, mais je les recouds après, donc pas de souci. Voilà comment on en arrive là. L'analyse des sédiments ne révèle aucun dépassement des seuils essaims. Alors ça, c'est important, c'est très important. Les dernières études qui avaient été faites, elles étaient correctes au niveau des résultats. On en rediscutera, on vous les présentera. Donc effectivement, les élus qui ont pris les décisions et les différentes instances, à l'époque, même s'il y a des aspects qu'on peut critiquer, les chiffres étaient valables. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même oublié ou négligé les études précédentes. Au bout d'un mois, échange. Surveillance MES, c'est matière en suspension et dioxygène dissous. C'est la boue, parce qu'on sait que la boue, quand il y en a trop, je parle simplement de la boue, ça détruit les branchies des poissons et ça les tue. Donc il y avait quand même normalement une vigilance. Donc on nous disait fermeture partielle, si problème, avec 2 heures de délai. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont obligés de laisser ouvert un petit peu pour le débit réservé de la rivière. Ça, c'est une loi forte. Par contre, chose bizarre, c'est pas ce qui était affiché au public et communiqué. Pour le grand public, il y avait marqué que s'il y a un problème, on ferme, vous inquiétez pas. Voilà ce qui était affiché au public. Les 4 communes sur lesquelles le barrage et une emprise a eu l'information, la Fédération de pêche de l'Ardèche, 2 barragistes en aval, du Nassier-Sarny, je pense, les ouvrages, ainsi que l'ARS, l'OFB et la DDT, bien sûr. Donc j'ai mis quelques petites entourées sur la période, 5 jours. J'ai pu échanger avec de nombreux experts au niveau régional du réseau France Nature Environnement, puisqu'on est affilié à la FRAPNA, donc ça nous permet d'avoir des personnes ressources expertes et compétentes. 5 jours, c'est très rapide pour une vidange. D'habitude, on est plutôt sur du 10 jours, 10 jours voire davantage pour ce type de barrage. Alors, on nous dit que la vanne sera maintenue ouverte durant tout le mois d'octobre, soit en période de crue cévenole, et que ça peut être prolongé jusqu'à 10 jours. Ce qui n'a pas été mis là, mais qui avait dans la paix, c'est qu'en fait, ça peut être prolongé pratiquement jusqu'à Noël s'il n'y avait pas de crue. Effectivement, c'est une période où il y a plus de crues, mais moi je me rappelle de certaines années où en février, le barrage il était encore loin d'être plein, parce qu'il n'y avait pas eu de pluie en automne ni en hiver. Donc on y reviendra, mais heureusement qu'on a eu la crue plus importante du 16-17 octobre qui a nettoyé tout ce qui était sorti de ce barrage. C'est ce qui nous a sauvé la mise pour le bas de la vallée de l'Eyrieux. Ils ont indiqué qu'ils avaient évité les impacts sur les différentes espèces en jeu. On y reviendra. Il y a un tableau tout joli, mais que je vais contester sur certains points, certains aspects. La période, c'est la plus idéale. Justement, on va y voir un petit peu plus tard. Principe du protocole, c'était ce qui a été communiqué. Là, quand le barrage est plein, comme la vitesse ne va pas vite, il n'y a pas grand-chose qui passe. Par contre, retenue vide, la vitesse est plus importante, donc les choses vont transiter. Donc ils espéraient pouvoir solutionner le problème et qu'il y ait beaucoup plus de matériaux qui passent. Alors je ne vais pas être malhonnête, ils savaient bien que ça allait... Enfin, la DDT, l'OFB, les gens sérieux savaient bien que ça n'allait pas nettoyer la retenue et pas tout faire passer, mais que ça allait permettre d'étudier comment ça se comportait en fait. Après, on a quelques personnes qui communiquent de manière déformés qui disent que la retenue allait être nettoyée, que les problèmes seraient solutionnés, que les agriculteurs auraient toute l'eau nécessaire ensuite et que ça serait reconstitué. Voilà, vous voyez, je l'ai mis maintenant, je vous l'avais dit, ce qui est communiqué au public, c'est fermeture de la vanne de fond, cas de dépassement des seuils de matière en suspension ou eau de dissous. Si ça, c'est pas un mensonge, je ne connais plus, parce que c'est pas ce qu'il y avait dans l'AP, qui a été pourtant construit et élaboré par le SDEA. Mais dans la communication publique, on communique différemment. Alors quand je vous parlais des 2000 m3, c'est ça, voilà, qui ont été pris en amont, qui ont été ramenés là. C'est la seule chose bonne dans toute cette affaire, entre guillemets, parce que vous avez compris, je vous ai dit que ça manque en aval tous ces matériaux-là. Donc là, c'est malheureux à dire, nous on n'est pas favorable à ça au niveau de BED, que ce soit des camions qui les prennent et qui les transportent quand la rivière pourrait nous le faire gratuitement. Voilà, donc ça donnait ça. Alors, et vous allez voir que, rappelez-vous, l'OFB demandait entre 2000 et 5000 m3 de matériaux.
Bon, 2 octobre, communiqué de presse du président Amran, le barrage des Collanges est ouvert, je ferai tout pour ceux qui remplissent nos assiettes, je passe très vite, vous connaissez très bien, le barrage se vide, une adodonte, un mollusque d'eau douce, le barrage se vide, voilà dans la retenue. On voit bien là, quand je vous parlais de limon, d'argile, tous ces matériaux noirs, un cours reconstitué. Alors, ça fait une sorte de petit canyon. Tout ce qui était là et qui a été emporté, on le retrouve où? On le retrouve en aval. Voici des photos le matin du 3 octobre. Là, on n'est pas sur la couleur d'une rivière en crue quand il y a un fort débit. Là, c'est un torrent de boue. Donc, c'est ce qui a tué les poissons. C'est ce qui a tué les poissons. C'est pas les métaux lourds, c'est pas la pollution. C'est ça. Là, les branchies, elles ne peuvent pas supporter cette charge en matière solide. En plus, cette eau du fond, elle est privée d'oxygène, elle est désoxygénée. Donc je ne sais pas ce qui les a tués les plus vite, la destruction de leurs branchies ou le manque d'oxygène, mais c'est ce qui explique les milliers de poissons morts retrouvés, qu'ils soient dans le barrage ou en aval. C'est à ce moment-là que, alors juste pour information, on fait partie d'un comité maintenant technique, on a eu des précisions sur ce qui s'est passé cette nuit, donc fin de la journée du 2 octobre, le dioxygène diminue, ils ont des difficultés pour faire remonter en manipulant les vannes. Vous avez toute la chronologie. À 1h du matin, ça commence à devenir critique. 2h du matin, c'est catastrophique. Ils ont 2 options. Soit fermer la vanne de fond pour la remontée du niveau d'eau, décantation en phase 3, mais non, et puis rouvrir plus tard. Ou soit laisser la vanne de fond ouverte pour la fin de la vidange, et puis après avoir de l'eau de meilleure qualité qui revienne, qui sera de l'eau qui arrive de l'amont. C'est le choix B qui a été retenu, mais là je ne le critiquerai pas, parce que de toute façon qu'ils aient fait le A ou le B, c'était trop tard déjà. Et de toute façon, s'ils avaient fait le A, ils auraient rouvert après, parce qu'il fallait qu'ils sachent, ils avaient besoin de savoir, ça faisait partie de leur protocole expérimental. À partir de 10h, évolution très lente, et ça commence à remonter. Et c'est qu'à 18h, donc de 1h à 18h, les mesures sont restées en deçà des seuils autorisés. La fédération de pêche, qui avait bien préparé, malheureusement, elle s'en serait bien passée, de préparer le coup, avait prévu de mobiliser un huissier pour faire les constats de rigueur sur le torrent de boue, la mortalité piscicole, et surtout faire des analyses. Les analyses qui ont été communiquées, et je les remercie de l'avoir fait très vite, où effectivement on a explosé tous les seuils. Alors je reviendrai après sur ces analyses, parce que vous avez dû entendre quelqu'un dire qu'ils se sont trompés, qu'ils n'ont pas utilisé le bon protocole. Non. C'est juste un protocole différent, mais c'est un protocole validé par l'OFB. Donc c'est un protocole, et on a eu la réunion fin janvier. Tout le monde, y compris le SDA, dit que toutes les études concordent à montrer un épisode de pollution. Donc il y a bien eu pollution en aval à ce moment-là. Forte mobilisation. Nous on était déjà sur la brèche, plusieurs personnes qui nous ont rejoints, un collectif qui se montait. Information du public en temps et en heure, et je remercie tous les membres de l'ASSO qui ont géré, qui ont fédéré, qui ont structuré. Je remercie ceux qui nous ont rejoints. On est à Beauchastel, vous voyez tout le linéaire impacté. Là on est après la petite crue annuelle, en fait normale, on va dire, du 6 ou 7, enfin juste après, ou 8 octobre, je ne sais plus. Alors, est-ce que, excusez-moi, vous passez. Voilà ce qui coulait à Beauchastel. On est sur le pont de Beauchastel. C'est pas du tout comme ça quand il y a une crue. Et là, j'ai coupé le son parce que je veux pas que la personne qui a fait la vidéo, voilà, l'odeur, c'est pas de l'eau, c'est de la saleté qui coulait à Beauchastel. Donc toute la vallée a été impactée à ce moment-là.